Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Live Talk, un épisode hors série. Je sais pas si vous avez reconnu le décor. On est à RBC Workout à Rennes. Donc merci à eux de nous donner la possibilité de s'installer, de mettre tout notre matériel. Donc avant de commencer déjà ce podcast, moi je vous invite comme d'habitude à vous abonner bien sûr, à liker, à commenter parce que il y a plein de gens qui regardent le podcast mais ils ne sont pas abonnés. Comment ça se fait ça? Ça c'est grave, ça c'est très très grave. Ah ouais, non, Donnez de la force à l'équipe. Voilà, écoutez Loan. Donc là aujourd'hui je suis avec mes deux compères qui vont se présenter succinctement. Donc déjà donc Atlante et qui est Coco et qui est Corentin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, frérot? Ouais, je suis athlète de street en moins de 66. Je suis étudiant en droit et je coach aussi à côté. Et toi, du coup, Lolo? Bah écoutez, moi pour ceux qui me connaissent pas, c'est Seraph et qui est Lolo Lohan du coup. Donc athlète Grand Ouest. Je m'entraîne comme un athlète de haut niveau mais j'ai pas le niveau. Non et sinon coach quand même en street lifting du coup. Voilà. Ok, super. Écoutez, on va décomposer en deux grandes parties le podcast. On va commencer par peut-être un petit peu des sujets d'actualité. À l'heure où on enregistre ce podcast, ce week-end aura lieu FNSL Nord-Est. Je sais plus c'est quoi la ville. Je sais plus c'est quoi. Ouais, en fait, Besançon, hein. ouais, Besançon, voilà, c'est ça. Parfait, allez. À Besançon, partons sur ça. Ouais c'est ça. Besançon. Et dans 2 semaines, il y a FNSL Île-de-France. Et après, en avril, il y aura donc SBD Showdown qui sera qualificatif pour les France. Et donc, il y aura FNSL Grand Ouest, je me rappelle plus quand c'est. Le 4 mai. 4 mai. Et après, début juin, premier week-end de juin, FNSL France. Et alors, peut-être que ça sera en exclu sur le podcast, je sais pas, mais ça ne sera plus à Paris cette Ah année. ouais, ok. Et du coup, ça sera à Asgard, Ah les oui gars. c'est vrai, bah oui. Voilà. Petite réaction là-dessus? C'est chaud bouillant, c'est énorme. Et t'as oublié les premiers pas aussi par contre. Ah oui, les premiers pas, oui. Ils vont pas tarder. Mais arrêtez, vous faites trop de compètes, les gars. Arrêtez tout. Donc, ça fait. En fait, je trouve qu'il y a une symbolique en fait que les France soient en Bretagne cette année. Parce qu'on voit quand même que les gens les Bretons font énormément d'efforts et donnent quand même beaucoup pour ce sport. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est clair. Donc on peut peut-être tu veux commencer. Bah, en vrai, c'est le pôle qui s'est développé le plus vite, donc c'est vraiment bien que ça attire. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, les conditions, etc. J'ai hâte d'y être. Donc je sais pas ce que toi t'en penses aussi. Carrément, moi je trouve que ça change pas mal. C'est vrai qu'en fait en Ile-de-France, c'est là où on a eu le berceau du street et on a eu le pôle Bretagne, on va dire, où il y a eu quand même une forte expansion. Bah après, c'est les acteurs, notamment la Ace, toi Marco avec le trainer, même nous les Spartans peut-être qui ont permis à tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal que ça change aussi un peu d'environnement. Surtout comme tu l'as dit à Asgard, grosse salle. Donc le décor il se d'être sympa, l'ambiance qui se d'être sympa et pour une fois c'est pas nous qui allons aller chez les Parisiens, c'est les Parisiens qui vont venir chez nous. Donc c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Et donc là, justement, pour faire le parallèle, on a vu que dans le Grand Ouest, il y a eu des régionales. Un petit retour là-dessus rapidement. Qu'est-ce que t'en as? Alors toi, tu es organisateur, Lolo, avec FNSL Pays de la Loire et les Spartans. Qu'est-ce que tu en as pensé on va dire, l'ajout de ces compétitions régionales? Ok, moi je trouve que ça a été une très bonne chose. Après on a été un peu aussi la version crash test parce qu'on a été les premiers. Et pourtant je trouve que toutes les régions s'en sont très bien sorties. Après on a eu des réunions quand même au niveau Grand Ouest et même au niveau des autres équipes organisatrices pour voir un peu ce que ça a été en termes de points forts, de points faibles. Je pense que l'année prochaine ça va être totalement différent, ça va être peut-être beaucoup mieux même. Après c'est vrai que comme on a pu en discuter en off, le seul problème c'est qu'au niveau des interrégionales on se retrouve avec peut-être un peu moins de participants. Peut-être que les gens des régionales ont pensé que le niveau allait être trop élevé, ou je sais pas. Mais c'est très très cool, là il y a une bonne dynamique, du coup ça pousse les gens à faire plus de street lifting. Donc écoute, pour moi ça va dans le bon sens. Et toi peut-être Coco, t'en as pensé quoi, un point de vue... Je sais pas si t'as été spectateur toi. Même pas, mais j'étais surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement, honnêtement. Je sais pas ce que les autres régions de France en ont pensé, mais je sais qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient hype par les compétitions et qui les ont faites.
Donc c'est vraiment un excellent point et j'espère que ça va aider au développement sur toute la carte. Et là, pour vous donner des chiffres aussi, pour que vous vous en rendiez compte, FNSL Grand Ouest, là, il y a, je crois, 105 adhérents. Donc, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Hein. Et la saison n'est pas encore terminée, parce qu'il y aura donc une compétition dans la deuxième partie de l'année. Les années précédentes, c'était des only. Et là, peut-être qu'on va faire autre chose, mais peut-être qu'on garde ça un peu secret. Pour l'instant, Ouais, voilà. Ouais, voilà. Voilà pour les actualités générales et les actualités de chacun. Est-ce que vous avez des trucs, des préparations pour des compétitions, des projets pro est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Moi je laisse Coco d'abord. Moi je suis très heureux de participer à Grand Ouest aux côtés de Lohan, pas dans la MKT mais ça va être bien marrant. Et puis il reste 2 mois à peu près et après cap sur les France. Comme je disais à tout le monde, si je suis pas qualifié, virez-moi de la team et mettez-moi en aller-retour parce que c'est vraiment honteux si j'y vais pas. Et puis voilà. Hein. Moi je dis tu t'exposes à des trucs en parlant trop comme ça. Coupé De au toute façon, montage. Hein. j'ai aucun ego, c'est-à-dire que si j'y vais pas c'est que je suis trop faible. C'est un fait, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que dans ma KT, il y a pas mal de personnes qui sont des top athlètes qui font pas le circuit FNSL cette année. Donc j'estime avoir ma place, c'est de l'avoir prouvé les 2 dernières années. Après voilà, si je vais pas, c'est que je suis trop faible et vous pourrez me le dire et il y aura honte sur moi parce que j'aurais pas été au niveau. Mais je pense autre chose de pire, on va dire. Donc je dis que ça pour l'instant. Ok. Bah écoutez, moi Q, c'est vrai que j'ai les 2 casquettes, athlète, Les 3 casquettes. ouais même les 3 casquettes, parce que je suis athlète du coup de street lifting et je compte pas forcément m'arrêter maintenant, donc ça joue pas. J'ai la casquette aussi coach forcément et en plus dans le bureau FNSL Grand Ouest et dirigeant Spartan Lifter qui est notre équipe du coup. Le truc en tant qu'athlète pour l'instant Grand Ouest et je dirais rien de plus. Dans le sens où c'est la seule échéance que je me suis fixée dans ma tête et dans le sens où on peut pas non plus multiplier les échéances quand on est coach forcément. Déjà là à Grand Ouest j'ai un athlète que je dois accompagner et Dieu merci il est pas dans ma KT, enfin, et il est pas non plus dans mon groupe donc c'est déjà cool. Mais ça fait poser des questions pour les années d'après donc pour l'instant Grand Ouest. France peut-être sport aussi, non? Peut-être ouais. éventuellement. Et sport, j'en ai parlé en off avec pas mal de gens, mais en fait, j'aurais bien aimé que le système de qualification, ça soit aussi à travers les interrégions. Okay, ouais. En fait, moi, le bordel que j'ai trouvé par rapport aux espoirs, c'est qu'en fait, tout le monde a envoyé des vidéos en se disant je fais les championnats de France espoirs. Forcément, au niveau des sélections, il y avait des gens qui étaient pas mal no-rep et qui se sont retrouvés no-rep ou à buller le jour J. Et moi, je trouve que là, le système qu'on a, il est archi valorisant de passer par les interrégions. Et je trouve ça vachement dommage en fait de ne pas l'avoir appliqué en plus pour les France, mais en plus pour les France Espoirs. Mais peut-être que je pense pas que c'est encore défini pour les France Espoirs de cette année. Peut-être que justement ça sera différent de l'année passée, je pense. Ok, dans tous les cas, ouais, si c'est ça, je penserais participer, mais en me disant ça, j'ai pas dit ouais. Après, sinon, actualité, non, on est en plein orga pour Grand Ouest. Moi-même, j'ai des athlètes que j'accompagne dans pas mal de compètes, donc je cours un peu partout. J'essaie de créer du contenu aussi à côté, mais c'est pas facile quand on a travaillé à côté et c'est peut-être même le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ça. Ouh, quelle belle transition. Donc là, aujourd'hui, le sujet proposé, c'est comment allier sa vie d'athlète et sa vie perso à côté. Avant ça, moi, quelques petites actus aussi par rapport à tout ça. D'ailleurs, hier, j'ai fait le nécessaire pour. Au mois de juin, j'interviendrai dans le CQP, dans un CQP à Annecy. Avec Rudy Koya, ça c'est un petit peu l'actualité. Je le sais depuis un moment, mais là c'est confirmé. On interviendra aussi avec Enzo, peut-être avec l'IRSS de Nantes, donc toujours dans le cadre du street lifting. Sinon après le gros projet de cette année c'est le Lift Trainer Meet qui aura lieu en juin et qui sera la 2 semaines avant les France. Et pourquoi on a choisi cette date là? Pour inviter les athlètes et les membres de la team à se préparer pour cette échéance là, les France, et pour être dans des super conditions dans la salle d'Enzo, le Strange Lab au Sorinière.
Je vais peut-être participer du coup à ce Lift Trainer Meet. Et si je participe pas, je participerai peut-être à une compétition qui aura lieu cet été, je sais pas, je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais en fait à chaque fois je recule, je me dis que je peux participer, mais en fait il y a trop d'athlètes qui participent et je peux pas tout simplement, faut que je priorise. Donc là aujourd'hui ce sujet et donc écoute, je te laisse la parole Lohan. Écoutez, sujet qu'on a décidé il y a à peine 10 minutes. En fait, c'est ça. C'est vrai que Corentin, par exemple, est étudiant depuis plusieurs années. Trop d'années. On a Coco qui est étudiant depuis trop d'années, plusieurs années, mais en même temps qui pratique l'ESL. Marco qui lui est coach en streetlifting à plein temps, mais qui a fait aussi d'autres travails et qui s'entraînait à côté. Et on a moi-même qui du coup a repris un travail en parallèle du coaching et qui moi-même été dans le cas de Coco, étudiant, alternant, en contrat. Et aussi à m'entraîner, mine de rien, comme un athlète de haut niveau. C'est un peu comme ça que je le définis. Moi, en fait, finalement, on s'entraîne comme des athlètes de haut niveau sans forcément le statut en streetlifting. Donc voilà, tout simplement, peut-être qu'on peut ouvrir un peu le sujet, messieurs. Ouais, d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis, parce que le streetlifting est très exigeant en termes d'hygiène de vie. Après, je dis pas que les autres sports à haut niveau le sont pas, mais j'ai l'impression quand même un petit peu plus sur le streetlifting, style compare au foot par exemple. Je prends un sport que tout le monde connaît. Perso, comme tu l'as dit, moi j'ai fait pas mal de taf avant d'être coach. J'ai fait des tafs avec des horaires des fois qui n'étaient pas évidentes. J'ai toujours su implémenter le coaching dans ma vie aussi perso, parce que moi du coup j'ai 2 enfants à côté de ça. Donc j'ai toujours su gérer. Moi je pense que c'est vraiment une question de priorité, une question d'organisation bien sûr. Mais je pense que en tout cas moi perso maintenant, depuis déjà longtemps, mais ça fait partie de mon équilibre, de mon hygiène de vie. C'est un petit peu comme tu te laves les dents tous les matins, moi je vais au sport faire ma séance. C'est vraiment un automatisme. Je fais ça vraiment automatiquement. Donc déjà ça simplifie pas mal de choses. Et puis là après c'est vrai que maintenant donc avec le taf de coach, des fois c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est beaucoup plus prenant que tous les tafs que j'ai pu faire en tant que salarié avant, vu que là je compte pas mes heures, etc. Donc je suis vraiment obligé d'adapter et je suis vraiment aussi obligé de mettre en second plan la vie d'athlète, parce que la vie de coach me prend trop d'énergie, même limite plus d'énergie que de temps, et qui ont un impact étant donné que je suis beaucoup moins jeune que mes 2 collègues à ma gauche. Donc voilà, tout ça, ça joue. Après, je sais pas ce que tu voulais aborder exactement à côté de ça. Toi, peut-être faire ton compte rendu. Mais moi, je dirais, là, pour introduire le truc, priorisation, organisation. Ouais. Pour moi, c'est les 2 trucs principaux. Et après aussi, je dirais avec ça, aimer ce qu'on fait vraiment du fond du cœur. Je pense que ça, sinon vous n'allez pas tenir sur le long terme, vous allez vous trouver des excuses, ça va pas être possible. Donc, parce qu'il y a beaucoup cette mode de je fais de la muscu, moi j'englobe tout, hein, muscu, streetlifting, etc. C'est vachement, tu sais, un petit peu le... Ouais, je vais me mettre au sport, je vais me mettre à la muscu. Tu vois, il y a plus de... Et moi je dirais tester d'autres trucs aussi pour voir si ça vous fait kiffer, parce que le streetlifting ça va demander, et on ne vous le cache pas ici, beaucoup d'implications personnelles, et donc si vous aimez qu'à moitié, ça va pas le faire. Ok, écoute, Coco aussi peut-être en parler, parce qu'en plus Coco, lui ce qui est fou avec lui c'est qu'il est en études de droit, messieurs dames. En études de droit. Et je pense qu'on est beaucoup à savoir que c'est très très chaud. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes appelé à la barre pour votre compte rendu. Non, mais je vais revenir. Après, j'aurais une question pour toi, Lohan, pour savoir un peu comment tu arrives à organiser tout ça, parce que là, tu travailles, t'es coach, donc tu as tout l'aspect créateur de contenu qui est indispensable, et tu t'entraînes comme un athlète de haut niveau. Donc, je me demande aussi concrètement comment tu fais, tu vois.
Après, pour revenir sur ce que Marco a dit, je suis totalement d'accord. Il y a clairement une priorisation et peut-être chose dont on ne parle pas, c'est aussi l'aspect social, où lorsqu'on a plusieurs points comme ça qui sont du travail, euh, il y a forcément une part de tout ça qui va devoir être priorisée au détriment d'autres choses. Donc il faut peut-être aussi être capable pendant un moment de mettre sa vie sociale de côté, ce qu'on appelle des sacrifices, mais quand on aime vraiment ce qu'on fait, moi je ne considère pas que c'est un sacrifice. Euh, et voilà, après pour les étudiants, je pense que concrètement ce qu'il faut faire, c'est réussir à déterminer les périodes où les études doivent prioriser sur tout le reste, donc notamment les périodes d'examen, et réussir à agencer tout ça correctement. Apprendre à se connaître, apprendre à être plus productif aussi, parce que vous avez vraiment besoin de temps. Euh, donc voilà, globalement je dirais ça. Et je veux bien ton avis sur la question, tu vois. Ok. Mais moi c'est vrai qu'alors, pour le coup j'ai eu les 3 casquettes, mais au niveau des études j'ai jamais eu un truc aussi impactant que Coco, ou un truc style médecine, kiné, qui demande vraiment pas mal de temps. La chance que j'avais eue, c'est que comme j'étais en apprentissage, tout le travail, on avait très peu de devoirs. Et le travail que je devais fournir, c'était essentiellement en cours, ou du moins prendre de l'avance en cours. Cette période-là, elle était belle en plus dans ma vie parce que je me vois pas quand on était en cours. Généralement, tu pouvais prendre de l'avance sur tes contenus. Genre, moi, je prenais de l'avance du coup sur Insta, donc c'était sympa. Après, c'est vrai que côté taf, il y a des tafs qui sont plus ou moins contraignants. Marco, je sais que tu as été comme moi, tu as travaillé en grande distrie, toi un petit peu, donc tu connais clairement. Je pense que la grande distrie, je dirais pas que c'est un des pires trucs quand tu t'entraînes, parce que j'ai un athlète à moi notamment là, qui est peintre en bâtiment, ou je sais plus ce qu'il fait, mais un truc dans le BTP où c'est assez chaud. Et dédicace à tous ceux qui travaillent là-dedans d'ailleurs, franchement vous êtes chaud si vous entraînez à côté. En vrai, comme vous dites les gars, moi, pour moi c'est beaucoup d'orga. Et je pense que c'est là où je voulais vous amener sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'actuellement j'ai mon taf, je suis coach, donc c'est que de l'orga. Je travaille du lundi au vendredi, je fais mes retours sur ma pause du midi en faisant mes pas en même temps. Je m'entraîne le soir en essayant d'aller le plus vite possible pour rejoindre ma compagne le soir. Donc ouais c'est chaud, mais comme t'as dit Coco, je pense qu'il y en a aussi, on met trop de priorité sur pas mal de trucs à côté. Après continuez de voir vos proches, quand même c'est le plus important mine de rien. C'est un équilibre. Hein. Ouais c'est ça, mais n'oubliez pas non plus qui vous êtes et la famille etc, c'est super important. Vous perdez pas là-dedans, le street lifting ça fait pas rapporter d'argent, ça on est tous d'accord là-dessus messieurs, mais si vous aimez le street, organisez-vous en conséquence et faites aussi les bons choix. Peut-être le sujet là qu'on n'a pas abordé, c'est par rapport à la prog notamment. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui communiquent énormément sur ce qu'ils font au travail et du coup des coachs qui le prennent en compte par rapport aux entraînements. Donc vous conseillez quoi plutôt en fonction, enfin peut-être des cas que vous avez déjà eu parce que je sais que vous coachez tous les deux, mais peut-être par exemple je sais pas quelqu'un qui a une grosse charge mentale au travail, qu'est-ce que vous préconisez? Vous voyez la chose comment par rapport aux professionnels? Du coup moi ce que je fais c'est d'abord avoir une discussion avec lui pour vraiment identifier la problématique, les contraintes qu'il a et après redéfinir la programmation. Là je pensais tout de suite à un format que je mets quand je sais que la personne n'a pas beaucoup de temps, c'est 4 entraînements par semaine avec traction dips et muscle up squat. J'aime beaucoup cette configuration là pour les gens qui ont peu de temps, parce que je sais que ça lisse sur la semaine et ça. Parce que si vous faites du push-pull, ce qui est plus répandu, le push ça prendra plus de temps que le pull. Alors que là, du coup, ça. On va dire les séances durent 1h45 en moyenne, un truc comme ça. Donc ça c'est le premier truc que je ferai. Je prioriserai aussi toutes les renfos. J'enlèverai aussi sûrement des back-off, des séries de back-off. Je prioriserai tout ça pour rendre le truc le plus léger possible. Et moi, ce que je trouve important, j'ai eu une discussion avec une athlète récemment par rapport à ça, c'est le fait que faut qu'elle continue, la personne, de kiffer ce qu'elle fait, même si elle a moins de temps à consacrer à l'entraînement. Et par contre aussi la prévenir, faire un petit peu de prévention sur le fait que peut-être que la progression, faudra la relativiser un petit peu par rapport à tout ça. Donc et déculpabiliser aussi la personne, parce que souvent il y a pas mal de frustration.
ça crée de la frustration en mode là je suis dans une période où je vais peut-être pas pouvoir trop progresser ou des trucs comme ça. Je pense au Ramadan par exemple aujourd'hui. J'ai des athlètes qui font le Ramadan et je leur ai dit il faut que tu acceptes aussi pendant cette période-là peut-être de pas beaucoup progresser, voire pas du tout. Ça fait partie du jeu et je pense que c'est ça aussi. Voyez le truc long terme et peut-être que pendant 6 mois, un an, ça va être une situation pas évidente et puis ça va se débloquer dans tous les cas, rien n'est figé. Moi je prendrais le truc, des fois ça fait pas plaisir hein, mais faut relativiser et voir sur le long terme. Donc si je résumais, dialogue avec le coaché, adaptabilité de l'entraînement. Et puis après des retours, voir si ça lui convient et pouvoir faire des ajustements. Voilà comment je vois le truc, Coco. Globalement, c'est ce que j'ai mis en place sur moi, par exemple en période d'examen. Ça arrive souvent que, en gros, de base, j'ai 5 entraînements semaine. Ce qui se passe, c'est que je décale souvent le premier au dimanche, donc juste avant le début. Et après, je sais que je peux pas m'entraîner avant la fin des examens. Donc dans ces périodes-là, je suis obligé de réajuster ma fréquence, les jours d'entraînement. Et puis souvent, même en période de révision, j'ai tous mes renforts qui dégagent parce que je priorise au maximum. Et quand ça arrive à mes athlètes, c'est beaucoup de discussions pour savoir aussi à quel point le travail va être fatigant et impactant, donc à quel point je dois modifier les comp lifts. Mais non, franchement, j'ai rien à rajouter. Peut-être juste dire que tout le travail fait dans la difficulté, dans un contexte plus difficile, n'est pas inutile et servira plus tard en fait. Il ne faut pas perdre espoir et garder le cap. Ok. En vrai, c'est un peu là où je voulais vous amener, hein, de toute façon, les gars. En fait, moi, j'ai pensé beaucoup cette semaine avec une de mes athlètes qui m'a dit qu'elle n'a pas un travail physique, en fait, concrètement. Mais mentalement, elle a beaucoup de charges parce que collègue en arrêt, patati patata. Et je pense que le fin mot de l'histoire aussi, c'est que si vous êtes dans une situation où les études, c'est un peu le rush, comme Coco, toi, t'as pu l'être avant les examens, ou je sais pas, une période vraiment où vous avez beaucoup de charge mentale. C'est un mot qui a fait beaucoup débat récemment. Mais ça existe, la charge mentale, à plus ou moins grande dose, et il y en a qui la tolèrent plus ou moins bien. En tout cas, adapté, allez pas jusqu'au burn-out sportif ou burn-out au court. Je trouve que c'est le plus important, et que vous programmiez tout seul ou que vous êtes programmé, parlez-en, soyez conscient et même adapté. Il ne faut pas avoir honte d'adapter ou, comme tu l'as dit, avoir honte de se dire que j'accepte de ne pas progresser pendant une période. Il y a des priorités. Et en vrai, le street lifting ne rapporte pas d'argent, encore une fois. Donc, si vous avez un CDI où vous gagnez bien votre vie et que vous mettez le street lifting en priorité et que vous dites je veux devenir athlète top niveau avant de penser à votre fun avant tout, parce qu'on fait ça pour le plaisir, le street, il va peut-être falloir commencer à réfléchir un peu, peut-être. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, c'est ça. Tu le disais, faut pas réfléchir avec trop l'émotionnel et l'ego. En mode ouais si je vais continuer à maintenir une intensité, un volume et tout important, une fréquence importante, alors que vous savez pertinemment que ça va pas tenir sur le long terme. Posez-vous, réfléchissez un petit peu à tout ça. Ça pourrait éviter pas mal de trucs. Genre les blessures. Ouais. Comment ? Genre les élongations au pec par exemple. Oui aussi, ouais. Et ou carrément, dans le pire des cas, des gens qui arrêtent la pratique, parce que bon, ça c'est un petit peu le fléau de notre, je dirais même limite, franchement, moi je regarde de loin, je m'intéresse quand même pas mal au power, et j'ai l'impression que bien sûr c'est présent dans le power, mais dans le street lifting c'est encore plus présent, j'ai l'impression, il y a encore plus de pression. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Ouais, carrément. Écoutez, comme en plus on est à RBC et que tout le monde sait que je m'entraîne à RBC, je fréquente beaucoup de collègues power. En fait, c'est vrai que les power, eux, ils ont la course au minima. Donc pour avoir les minima France Junior, les minima France Open, etc. Et tout le monde voit ça en mode c'est le Graal, le truc à atteindre. Donc il y a cette course. Après, il y a des athlètes qui sont plus conscients, je trouve, et en plus, je pense, c'est parce que les coachs font bien leur travail en power, dans le sens où ils leur disent voilà, t'auras pas les minima cette année. Te dis pas j'aurai les minima l'année prochaine parce que c'est pas dépendant de toi, les minima évoluent de telle ou telle façon, c'est variable en fonction des KT. Donc je pense que, en fait, tout simplement, comme le power a juste plus d'ancienneté par rapport aux minima, les gens se mettent moins la pression et se disent ouais, ma finalité c'est peut-être d'aller aux Open ou aux Juniors, mais finalement avec moins de pression du coup. Et puis l'approche est plus professionnelle. Et en fait, on a vu au début du street lifting que n'importe qui pouvait prétendre à aller aux France, etc. Ce qui n'est plus du tout le cas, et certains s'en rendent peut-être pas encore compte. Donc il faut réussir à
y aller par étapes. Et de toute façon, si vous avez quasiment pas de passé sportif, que vous débutez la pratique, ne dites pas dans 2 ans je suis au France, parce que ce sera pas le cas, à part si vous êtes excellent. Mais c'est une fraction de personnes. Il faut réussir à vraiment avoir un objectif approprié, quitte à le rehausser plus tard, mais pas brûler les étapes. En fait, ce que je pense qui fait concrètement que les gens ils commencent à arrêter le street lifting ou ils ont un ras-le-bol, un espèce de burn-out, on va pas parler non plus de burn-out, mais peut-être de bore-out la différence. En fait, le truc par rapport à ça, c'est que comme tu as dit, les gens au début ils se sont dit c'est atteignable. Et là, on arrive dans une période de street lifting où les gens commencent à réaliser que c'est peut-être plus compliqué ce qu'il n'y paraît. En fait, ils voient qu'il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre, qui arrivent cette année, qui sont en train de tout casser. Au contraire, les grosses têtes qui sont vraiment fortes, bah, ils vont se qualifier aussi. C'est vrai que si par exemple, on prend mon exemple, moi, si je fais 400 total à Grand Ouest, ça va peut-être pas suffire pour me qualifier. Pourtant, c'est une perf qui est plus que convenable. Et après, il y a 2 mentalités d'approche. Soit je me dis, je fais les 400 pour moi et je m'en fous de me qualifier au franc, je m'en fous de la suite et au pire, ça sera un plus. Mais t'as les gens au contraire qui vont se dire, je veux tout arracher, moi les 400 ça va suffire, et ils vont être totalement délusionnels par rapport à leur capacité. Et c'est ça qui peut créer un ras-le-bol, mais je pense qu'on est en train d'en sortir petit à petit, où on perd les mauvaises personnes qui se disaient moi je veux absolument les France, etc. Et quand ils réalisent que c'est pas possible, bah, ils se barrent, ils sont pas motivés. Les mauvaises personnes pour moi c'est les athlètes pas disciplinés et pas réellement motivés par le kiff du sport en fait. Et au contraire on garde des athlètes qui sont déterminés, qui veulent pratiquer le sport pour pratiquer, pour leur niveau à eux, et juste kiffer leur pratique. Ouais, de ouf. Je pense qu'il y a une petite inertie, en tout cas il y a une latence par rapport au fait que la population street lifting réalise ce que vous avez dit juste avant là. Et ouais, il y a plein de trucs intéressants et c'est vrai que tu disais aussi que peut-être que les gens qui se lancent dans le street lifting le font pour les mauvaises raisons et que finalement en fait il y a un écumage qui se fait et qu'on garde vraiment les gens qui sont déter. En tout cas, c'est un sport, sachez-le quand même, je fais de la prévention là, c'est pas un sport fun, faites bien attention à ça. C'est pas un sport où vous allez progresser si vous testez trop souvent. Si vous voulez perdre toutes les semaines, ou faites du crossfit ou un autre truc. Mais en fait, faites pas de street lifting. Le street lifting, c'est faire la même chose longtemps. Bien sûr, kiffer ce que vous faites, mais c'est plus un truc de farming, tu mets des petites briques, tu construis ton truc petit à petit, mais c'est pas du fun en fait. Si vous voulez du fun, il y a plein d'autres sports qui sont méga fun, mais le street lifting c'est pas, et même le power, même l'haltéro, c'est la finalité, c'est la compétition. Et c'est le kiff une fois arrivé en compète, mais tout ce qu'il y a avant, c'est pas très drôle des fois. Et après, nous, on kiffe ça parce que je pense qu'il y a une question aussi beaucoup de. Moi, je remarque quand même, il y a beaucoup de personnalités qui se ressemblent. Ouais, en vrai, ouais. Tu vois, par exemple, on avait une discussion avec Enzo hier. Avant, lui, c'était un gamer de ouf, tu vois. Et genre, il ponçait les jeux de dingue et tout. Et en fait, j'ai l'impression, alors moi, c'est un peu moins ma génération, mais j'ai l'impression que, tu vois, ce type de psychologie, en mode je ponce un truc pour débloquer des niveaux, des trucs, en fait, c'est vachement transposable au street lifting, au powerlifting, à des trucs comme ça. Et je trouve qu'on a tous un petit peu cette mentalité aussi de avoir le contrôle aussi beaucoup sur les choses. Savoir contrôler tous les aspects de ta vie, l'alimentation, le sommeil, s'intéresser aussi énormément à un sujet, poncer le truc, aller creuser. Je trouve que ça, je le retrouve beaucoup chez les athlètes passionnés qui persistent dans le sport en tout cas. Carrément. Bah écoute, en plus tu parles à deux, à deux geeks, deux nerds. Moi je savais pas trop, mais Coco, Ouais. Peut-être un peu à LoL, ouais. Un petit peu. Oh, l'odeur du podcast. Mais tu sais qu'en plus, moi, c'est les études qui m'ont fait trahir les jeux vidéo. Ok. Pour de vrai, et le street aussi. C'est parce qu'en fait, quand j'ai vu genre à quel point je devais me spécialiser dans un truc pour être bon, parce que de base, genre, je suis un élève moyen, etc. Ça m'a fait trahir le sport et ça m'a donné envie d'être meilleur aux jeux vidéo. Tu vois. Et c'est pour ça que je joue plus qu'avant quand j'ai le temps. Mais en fait, moi, ce que je trouve cool avec ce que tu dis, et c'est vrai qu'on a un peu tous un background où
En fait, on appartenait du moins à un système de méritocratie. Concrètement, c'est un terme que moi j'adore parce que c'est pour ça que j'ai commencé la distri. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de l'épisode et qui va se porter sur 2 sujets. Donc le premier sujet, nous avons eu l'annonce récemment de la FNSL qui a donc mis à jour le règlement, et donc les poids devant sont autorisés au muscle up. Donc les poids devant avec la plaque, le disque en fait qui est voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette est-ce que c'est vraiment un cheat code pour le muscle up? Est-ce que il faut absolument apprendre le muscle up maintenant, vu que maintenant c'est intégré dans les règles avec les poids devant? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, je veux savoir. Déjà, c'est pas du tout miraculeux. C'est-à-dire que vous attendez pas un muscle up 20 du jour au lendemain comme ça. Par contre, c'est à tester, je pense, pour à peu près tout le monde. Il y en a qui ça va vraiment être bénéfique, d'autres pas du tout. Mais ça simplifie beaucoup le mouvement sur plein d'aspects sur lesquels vous devez vous concentrer sur le muscle up poids entre les jambes. Je recommanderais quand même d'apprendre muscle up poids entre les jambes au départ. Après, je sais pas si faut rentrer dans les détails ou pas de à quel point ça modifie le mouvement, sachant que j'ai que quelques séances de pratique dessus et je m'étais pas vraiment renseigné sur la dynamique du mouvement puisque je pensais pas tenter de passer poids devant. Donc je teste sur un bloc. Toi, t'as quel retour à faire parce que tu testes aussi? Ouais, je teste et j'en ai parlé avec pas mal d'athlètes en général. En fait, il faut savoir qu'il y a un truc à bien comprendre. Pour moi, c'est genre comme si tu as atteint un palier d'expérience, tu changes de niveau et là tu peux le débloquer. Genre, imaginons, je sais pas, à partir de 20 kg muscle up, là tu peux commencer à réfléchir à mettre le poids devant. En fait, il faut visualiser un truc, vous vous entraînez peut-être sur bumper, donc vous vous rendez pas compte. Genre, Fitness Park, ils sont pas tous du calibré. Mais une plaque de 5 kg au calibré, c'est genre ma tête. C'est pas énorme, ouais. Donc en fait, tu vas te retrouver avec un poids qui est super dur à gérer si tu le mets sur les tibias. Alors qu'au contraire, un petit poids, c'est ultra simple à gérer quand tu le mets du coup entre tes pieds. Donc pour ceux qui sont pas forcément les débutants, mais même les athlètes avancés qui n'ont pas un muscle up où tu vas te retrouver avec une grosse plaque, je dirais à partir de 15 kg, là tu as moins de difficulté à gérer le poids. La question elle se pose pas à garder le poids avec les pieds, vous n'aurez pas de difficulté. Et après là où la question peut se poser, c'est qu'on a une modification du pattern quand même. C'est pas un cheat code ultime comme les coudières qui te font gagner plus 5 ou plus 10 kg. C'est vraiment une décision à prendre en fonction de votre pattern de mouvement. Moi je trouve personnellement que le tirage est un peu plus simplifié parce que si tu as tendance à perdre le poids quand il est entre tes pieds et que du coup il se barre vers l'arrière, là ça peut donner lieu à la réflexion. Surtout que les leviers de hanche que tu vas utiliser ils vont peut-être être un peu mieux. Par contre, je sais pas en fait, comme tu l'as dit Coco, je pense que le mieux c'est de le tester pour tout le monde et de voir à sa convenance. Mais en tout cas, ça sert à rien d'y réfléchir si vous avez un muscle up à 5 kg par contre. Ouais, bah écoute, je pense pareil que vous concernant la progressivité. Pour faire le parallèle avec les coudières, je serais du genre, par exemple avec les coudières, de commencer sans coudières bien sûr. Et de après transitionner sur du half stiff pour finir sur du full stiff. Et même il y a beaucoup de top athlètes qui s'entraînent les 3/4 du temps avec du half stiff, et parce que c'est totalement inconfortable, encore plus que des genouillères rigides. Et là j'aurais un petit peu la même logique, même un petit peu plus extrême, entre gros guillemets. Extrême c'est pas vraiment le terme, mais en fait, pour avoir parlé à des spécialistes du muscle up, ils m'ont dit que ça n'avait pas vraiment d'impact entre les jambes ou devant les jambes, même si on sait pertinemment, et ça on ne l'a pas abordé, que ça peut masquer un kicking ou un keeping. Donc kicking, flexion de hanche, jambes tendues, keeping, flexion de genoux. Ça peut masquer ce genre de truc. Mais je trouve que c'est de l'optimisation à haut niveau. Ça ne masquera pas à 5 kg une flexion de genou par exemple. Donc Coco, tu voulais dire un truc? Pour moi, si vous passez poids devant dans l'optique de masquer votre flexion de hanche ou votre flexion de genou, c'est typiquement une mauvaise raison de mettre le poids devant.
Merci. C'est important hein, que vous le sachiez. Et que voilà, tu l'as dit Coco aussi, c'est pas miraculeux du tout. Il y a des gens chez qui ça va pas forcément être intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure en off là, parce que les loulous ils ont fait des muscle-up tout à l'heure, c'est que ça peut être une prise de risque aussi de mettre les points devant. Parce qu'il y a quand même mine de rien une instabilité des poids. On l'a vu avec Aubin sur son 3e essai au championnat d'Europe. On en a reparlé ensemble d'ailleurs. Et du coup, une hésitation ou un mauvais placement, bah, ça peut créer, ça peut être une catastrophe en fait en compétition. À l'entraînement, c'est pas très grave, mais on compète surtout sur des échéances avec enfin, où il y a vraiment quelque chose à jouer derrière. Bah là, c'est un petit peu plus complexe. Donc je dirais attention vraiment. Et c'est comme un petit peu, bon, on en parlait aussi d'ailleurs avec la mode du squat à plat, même si ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, mais ça ne le sera pas forcément pour d'autres. Il y a eu aussi ce débat-là avec le hinge, en fait tout ça c'est des outils, faut les prendre comme des outils. Faut pas être un extrémiste en mode non ça c'est de la merde pour tout le monde ou quoi. Ça peut être intéressant. Voilà, donc en fait à tester, à se faire son propre avis tout simplement. Moi je comprends pas en tout cas les gens qui débattent en mode c'est broken, enfin c'est abusé, etc. Je pense que c'est parce qu'on a vu des muscle-up vraiment dégueulasses poids devant à l'Inter. Ouais. Et que les gens ont que cette image-là, mais vous prenez le muscle-up de Aubin poids devant, il est magnifique. Donc faut pas diaboliser le truc. En fait, pour moi, tu vois, il n'y a pas débat dans le sens à dire ouais, c'est abusé d'autoriser ça ou pas, dans le sens où c'est peut-être la même chose qu'un chin-up ou pronation. C'est peut-être le même débat qu'un low bar, high bar. En fait, finalement, là, on est que sur de la technique et de l'optimisation de ses leviers, c'est tout. En fait, moi je dirais, voyez-le plus comme une option supplémentaire en fait. Ok, bah je pense que le sujet là, on est tous d'accord. Ok, donc le deuxième sujet aussi que je voulais aborder, c'est justement les séances 4 mouvements. C'est un truc en podcast sur Lift Talk, on l'a pas vraiment développé ce truc-là. Donc pour vous poser le truc et vous donner mon avis d'entrée de jeu, parce que moi il est assez pour le coup tranché parce que j'ai vu ce que ça pouvait donner. Donc on sait que par exemple qu'on fait le parallèle en power, on sait que énormément de power font des séances SBD et donc on pourrait se dire ça peut être intéressant en street lifting et je suis d'accord que ça peut être intéressant, mais nous on l'utilise par exemple dans des cas assez précis comme genre la préparation à une compétition, genre la semaine typiquement de deload, enfin de taper, pas confondre avec le deload. On fait des séances 4 mouvements, RPE 7 avec des barres d'ouverture en fait, pour mettre en confiance l'athlète. Mais c'est pas un truc qu'on duplique ou qu'on reproduit durant la saison, sauf peut-être demande express du coaché ou un truc comme ça. Mais en fait c'est un truc qu'on utilise assez rarement. Et pourquoi on le fait pas nous? Parce que on voit que c'est hyper stressant pour les articulations, pour plein de choses. Et aussi d'ailleurs pour la mise en place des séances 4 mouvements, c'est une galère parce que ça dure 3 plombes. Ça je pense que limite c'est peut-être même ça vient au-dessus du reste, on va dire. Et aussi la question qu'il faut se poser et que je vous pose du coup c'est: est-ce qu'il y a un vrai intérêt, hormis le fait de se mettre en condition de compétition? On sait que c'est important. Et comme je vous le dis, nous, dans notre approche chez Lift Trainer, on l'intègre dans la semaine de taper. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de l'intégrer peut-être à un autre moment? Et pourquoi ça serait pas intéressant si ça ne l'est pas? Enfin voilà, je vous donne la parole. Tu veux commencer ou... Vas-y. Ok. Alors, moi d'aspect, en plus tu fais le parallèle entre les power et les streeters, c'est bien parce qu'à l'heure où on tourne le podcast, on en a beaucoup qui sont en plein SBD dans la salle là. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a deux choses aussi à comprendre. Enfin, si vous voulez chercher à imiter les power qui font du SBD, il faut comprendre que le street lifting c'est un sport à part entière dans le sens où 4 mouvements c'est très très long à faire. Déjà les power, le temps de se réchauffer entre chaque mouvement, c'est peut-être ce qui prend le plus de temps dans les séances. Donc après, moi je comprends le concept et je suis un fervent adepte des séances 4 mouvements en prépa de compétition, en picking et en affûtage, enfin en picking non peut-être pas mais plus en affûtage. Après ça dépend du contexte, dans le sens où moi je me ferme pas, mais je le mettrais plutôt dans des cas particuliers.
Par exemple, un athlète qui me dit écoute, je peux m'entraîner là que 3 fois semaine pendant, pendant X temps, je partirais peut-être pour garder de la fréquence du coup sur les mouvements de compétition. S'il n'a pas de difficulté à faire des séances qui peuvent aller jusqu'à 3 heures, bah dans ce cas-là, peut-être un MUPU, deep squat et un 4 mouvements s'il sait que lui, il n'a pas le choix et pour garder une bonne fréquence. Après, c'est vrai que c'est pas le plus optimal si vous n'êtes pas en prépa de comp, à mon sens. Ça dépend encore une fois des athlètes. Il y a des athlètes qui peuvent très bien tolérer et ça peut être très bien pour eux. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux peut-être faire une séance, si tu t'entraînes 4 fois dans la semaine, tu peux peut-être laisser plus de place à des renforts dans la semaine. Tout dépend du contexte, mais en tout cas, moi je le recommande par rapport aux compétitions, ça c'est sûr et certain. Et encore, quand bien même, il y a beaucoup d'athlètes qui ne font pas du 4 séances parce qu'ils sont trop fatigués et que ça n'a pas un bon impact sur eux lors de leur affûtage. Donc en fait, tout dépend de votre contexte. J'irai pas mouiller du coup sur le sujet, mais j'ai donné mon avis en tout cas. Je dirais pareil pour le contexte, mais personnellement, je programme pas de séance 4 mouvements systématiquement en taper. Je trouve que ça n'a pas spécialement d'intérêt, hormis si l'athlète me dit qu'il a du stress vis-à-vis des conditions ou sur le fait d'être fatigué. À titre personnel, j'arrive à assez bien estimer la feuille de match sans faire de séance 4 mouvements au niveau de l'impact de la fatigue arrivé sur les derniers mouvements. Je vois donc pas spécialement l'intérêt dans ma manière de faire, surtout que j'aime pas sur la séance de taper bouger trop de paramètres au niveau de la disposition des séances, à part si c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que je programme pas comme ça. Je comprends l'intérêt, mais comme vous l'avez dit, c'est très taxant nerveusement et à part pour un athlète stressé, personnellement je le programme pas. Ah, donc en fait vous avez je pense que tous les trois on est assez comment dire pas réticents, mais en tout cas on prend des précautions par rapport à ces 4 séances, enfin ces séances 4 mouvements plutôt. Et du coup là il y a 3 approches un petit peu différentes qui sont au final assez proches quand même, mine de rien. C'est juste après des façons de faire et des approches au niveau du coaching. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que si vous avez des séances 4 mouvements toutes les semaines, hormis si vous avez des contraintes de temps, je pense d'ailleurs à une athlète que j'ai et qui peut s'entraîner que 2 fois en street lifting par semaine et qui là a une séance 4 mouvements et une autre séance, je crois que c'est push ou pull je crois, pull. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que j'avais oublié ce cas de figure-là, mais il y a toujours des exceptions. Et là, c'est l'exception en tout cas. Donc évitez ces trucs-là. Et toi, tu le disais, je suis d'accord, il y a peut-être des gens, en fait, ils font que ça de leur life. Peut-être ils sont chez papa-maman, ils font des études qui sont pas très prenantes ou quoi. Ils sont à 100%, ils ont tout le temps pour s'entraîner, pour récupérer. Et en plus, ils sont hyper doués. Et eux, ça va pas avoir d'impact, limite ça va être même peut-être positif pour eux, tu vois. Donc c'est toujours à relativiser, quoi. Totalement. Voilà. C'est l'individualisation, quoi. Ouais, C'est exactement. tout simplement faire gaffe au cas de chacun et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, juste Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. c'est juste les gars, c'est juste adapté en fonction de votre cas aussi. Voilà, c'est tout, c'est mon mot. Okay. Est-ce que tu voulais rajouter un truc, Coco? Non, franchement, c'est Ok. carré. Du coup, les gars, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et bah écoutez, moi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, du coup Serafessel. J'ai une chaîne YouTube également où je suis actif une fois par mois, on va dire. Je pense que c'est un bon rythme, mais majoritairement sur Insta. Pareil, Atlante-SL sur Insta. Et bah merci beaucoup les gars d'avoir participé au podcast. Donc je vous le redis, abonnez-vous, commentez les 2 petites épées là et likez bien sûr le podcast. Donc lâchez 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify. Nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et merci encore. Ciao.